Un mariage arrangé. Une jeune femme brisée épouse un millionnaire au cœur glacé. Partie 2. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez aimé la première partie de l'histoire de Clara et Ethan. Votre soutien a été incroyable et vos messages nous donnent la force de continuer. Aujourd'hui, on reprend là où tout a basculé. Clara apprend à se choisir. Ethan commence à écouter. Et un vieux secret refait surface. Mais avant que l'histoire ne commence, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager à quelqu'un qui aime les belles histoires. Installez-vous. Respirez. On y va. Le lendemain de la scène au petit déjeuner. Clara resta longtemps assise au bord de son lit, les doigts serrés sur la couverture comme sur une corde de secours. La vision de la femme blonde penchée sur l'épaule d'Ethan, ses rires trop proches, s'était imprimée derrière ses paupières. Elle ne voulut pas pleurer. Elle ne voulut pas se déclarer vaincue. Elle décida seulement, simplement, de se lever. Elle ouvrit les rideaux. La lumière pâle d'un matin lavé par la pluie glissa sur le parquet. Le miroir lui renvoya l'image d'une jeune femme au visage encore rond de jeunesse, mais aux yeux déjà adultes, fatiguée trop tôt. Elle remonta ses cheveux en un chignon pratique, passa une robe sobre, des ballerines noires et prit un carnet. Il y avait des pages blanches. Elle eut un petit sourire. Les pages blanches. C'était peut-être la seule chose qui n'attendait pas la permission d'Ethan. Elle s'assit au bureau et écrivit 3 lignes, nettes, presque dures. Chercher du travail, me former si nécessaire, ne plus attendre l'approbation de personne. Puis elle rangea le carnet dans son sac. La première fois qu'elle essaya de parler à Ethan, c'était le soir même. Elle le trouva dans la bibliothèque, le dos calé dans son fauteuil, une lampe basse découpant son profil. Ses doigts tournaient un stylo sans écrire. Clara s'approcha, à pas mesurés, avec la timidité de celle qui sait qu'on peut lui claquer la porte au nez pour rien. « Ethan, je peux te parler ?» Il ne leva pas tout de suite les yeux, comme si les mots de Clara glissaient sans l'atteindre. Puis son regard la trouva, durci par l'habitude. « Fais vite !» Elle inspira. 2 phrases, simplement 2, pour poser une intention. « J'aimerais travailler, j'ai besoin. » La porte s'ouvrit. Camille entra, dossier sous le bras. Silhouette posée avec cette aisance qui sent le parfum discret et les années de présence. Elle sourit à Ethan, brièvement, comme on sourit à un secret partagé. « Pardonnez-moi. Le conseil veut une réponse avant ce soir. » Elle coupa le regard de Clara sans la regarder, passa derrière le fauteuil d'Ethan, posa le dossier et d'un geste sûr lui désigna les pages à signer. Clara se tut. Un peu stupide d'être là, inutile. Elle recula d'un pas, puis d'un autre. Ethan ne la rattrapa pas. La deuxième tentative eut lieu 2 jours plus tard, sur la terrasse, à l'heure où le jardin devient doré et que les abeilles se perdent encore dans les fleurs. Clara l'avait attendu exprès, connaissant désormais ses heures. Elle s'était promis de ne pas se laisser voler sa parole cette fois. « Ethan, » dit-elle calmement, « j'ai quelque chose d'important. » Il replia son téléphone. « Quoi donc ? » ?»« Je cherche du travail. J'ai commencé des démarches. J'aimerais que tu le saches de ma bouche et pas par la maison. » Un bruit de talons subtils, une ombre. Camille. Elle portait une chemise claire et un sourire fatigué. « Excuse-moi, Ethan, mais la banque veut te parler, c'est urgent. » Clara sentit la colère monter, fine, aiguë. Elle resta pourtant droite. « Je ne demanderai pas de l'argent, » ajouta-t-elle, la voix plus ferme. « Je veux juste exister autrement qu'en attendant. » Ethan la fixa, comme surpris du mot. « Exister !» Son regard eut un vacillement, puis se referma, comme on rabat un couvercle sur une casserole qui bout. « Plus tard, » répondit-il. « Là, je n'ai pas le temps. » Il suivit Camille à l'intérieur. Clara serra les poings pour ne pas trembler. La 3e fois, elle ne prévint pas. Elle entra directement dans le bureau d'Ethan au rez-de-chaussée, à l'heure du thé, quand l'imposant portrait du grand-père Valmont,
le patriarche de la branche maternelle d'Ethan, observait la pièce avec sa moustache sévère. « Qu'est-ce que vous faites là » s'étrangla la gouvernante derrière elle. « Je parle à mon mari » répondit Clara sans se retourner. Ethan était au téléphone. Il fit signe d'attendre. Clara avança de 2 pas, planta ses yeux dans les siens quand il raccrocha. « Je vais travailler. J'ai passé un entretien ce matin. On me prend à l'essai. » Ethan eut un rire bref, pas joyeux. « Travailler ? Tu n'as besoin de rien ici. Avoir besoin n'est pas vivre. » Un silence. Un battement où quelque chose changea dans l'air. Puis le claquement sec d'une autre porte. Camille n'était pas là. Personne pour interposer la raison d'affaire. L'urgence financière. Le dossier à paraphère. Il n'y avait qu'eux. 2 êtres qui, pour la première fois depuis longtemps, n'avaient plus de témoins. On en reparlera, coupa Ethan. Plus raide qu'il ne l'aurait voulu. Sors. Clara hocha la tête et sortit. Elle n'avait pas obtenu son assentiment, mais elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Le soir même, elle accepta le poste. Le premier jour, elle se leva plus tôt que d'habitude. Elle choisit une blouse blanche simple, un pantalon cigarette, des mocassins souples, un chignon un peu plus bas, des boucles d'oreilles fines. Dans la glace, elle se trouva lumineuse. C'était peut-être le simple fait d'avoir une destination. À la cuisine, la gouvernante haussa à peine les sourcils. « Vous sortez ? Si tôt ? » ?»« Oui, » répondit Clara, sans s'excuser. « Madame va voir madame votre grand-mère ?» insista l'autre, faussement candide. « Non, je vais travailler. » La cuisinière, qui épluchait des pommes, suspendit son geste, un sourire timide au coin des lèvres. La gouvernante eut un petit ricanement méprisant. Mais Clara n'écoutait déjà plus. Elle franchit le seuil, et l'air du matin lui fit l'effet d'un applaudissement silencieux. On la prit au studio de retouche d'un photographe du centre-ville. Rien de glorieux. Un atelier au fond d'une cour. Odeur de papier et de chimie. Lumière du nord. On y réparait des photos abîmées. On y calibrerait des couleurs. On y redonnait du grain à des souvenirs. Le patron, un homme sec aux doigts tachés, avait souri en lisant son CV maigre. « Vous avez l'œil, » dit-il, en observant comment elle redressait, sans y penser, un cadre légèrement de travers. « Et de la patience. » Ça ne s'achète pas. Elle a pris vite. D'abord le scanner, les poussières qu'on gomme, la patience d'un pixel après l'autre. Puis les logiciels. Le soir, elle restait un peu pour comprendre la logique des calques, la magie d'un masque bien posé. Elle n'avait jamais cru qu'un ordinateur pouvait faire battre un cœur. Et pourtant, rendre à une vieille dame le sourire de ses 20 ans, faire réapparaître un ciel, sauver l'éclat d'une robe de mariée d'un autre siècle, tout cela lui donnait la sensation d'être utile, comme une couturière de lumière sur des tissus d'images. Le salaire était modeste. Mais à la fin de la première semaine, elle s'acheta un petit carnet neuf et un stylo digne de ce nom. Le patron le remarqua. « On dirait que vous vous êtes trouvée, mademoiselle. »« Peut-être que je me cherche mieux, » répondit-elle. Il rit. À la maison, rien ne sembla changer. Du moins, pas tout de suite. Ethan sortait tôt, revenait tard. Il l'apercevait parfois, de loin, traversant le hall avec un sac différent, un pas plus vif. Elle semblait plus droite, plus ancrée. Il mit cela sur le compte de sa fierté, sur le compte d'un mauvais calcul de sa part. Il avait trop longtemps repoussé la conversation, la laissant, elle, choisir les mots du récit. Un soir, Camille s'assit face à lui dans le salon des invités. Elle l'observa quelques secondes avant d'attaquer. « Elle change, » dit-elle simplement. « Qui ça, elle ?» fit-il, agacé par le ton trop neutre. « Clara, tu ne vois pas ? Elle a une autre façon de marcher. Elle sourit quand tu ne la regardes pas. Et elle rentre tard. Tous les jours. » Ethan eut ce geste vague, de la main, pour chasser une mouche. « C'est de la provocation. »
Ou de la vie, répondit Camille, trop vite. Puis, plus douce, fais attention. Une femme qui trouve sa voie ne revient pas en arrière. Elle n'oserait pas, dit Ethan, et le mot sonnait plus comme une menace que comme une certitude. Elle sait très bien ce qui se passerait si je n'approuve pas. Camille inclina la tête, comme pour sentir la fermeté de la corde. Elle n'insista pas, mais la phrase resta dans la pièce, étirée entre eux comme un fil. Un matin, Ethan resta exceptionnellement à la maison plus longtemps. Il avait une visio à 10 heures. Il demanda un café, puis un deuxième. À 9h15, il appuya sur l'interphone. « Où est madame ?» La gouvernante répondit. Un rien trop satisfaite. « Madame est sortie, monsieur. »« Sortie où ?»« Je ne sais pas, monsieur. Mais, depuis quelque temps, madame sort tous les matins à heure fixe et revient le soir. Elle a des sacs, parfois. Des dossiers, je crois. »« Depuis quand ?»« 2 semaines au moins, monsieur. Peut-être plus. » Le silence qui suivit fut si dense que la gouvernante en avala sa salive trop fort. « Très bien, » dit-il d'une voix blanche. « Merci. » Il coupa. Il ne travailla pas ce jour-là. Ou plutôt, il travailla d'une manière différente. Ethan resta droit dans son fauteuil, l'œil fixé sur un point, sans le voir. Le soir. Clara rentra le visage encore plein des images réparées. Elle posa son sac dans l'entrée, passa la main sur la rampe comme si elle remerciait la maison de l'avoir laissé sortir. « Où étais-tu » demanda Ethan, surgissant de l'ombre d'un pilier, la voix calme comme la mer avant l'orage. Clara sursauta à peine. Elle se retourna et le regarda droit. « Dehors, comme tu le vois. »« Dehors où ?»« À mon travail. » Il eut un rire bref. « Donc tu l'as fait ? Sans mon accord. » J'ai tenté d'en parler. 3 fois. Chaque fois, on m'a coupé. Alors j'ai décidé d'exister quand même. Quel travail ? Avec qui ? Pourquoi à cette heure ? Tu crois que j'ignore que tu pars le matin et que tu rentres le soir comme si tu avais quelque chose à cacher ? J'ai quelque chose à vivre, rectifia Clara. Il fit un pas vers elle. Réponds. Elle soupira. Pas de lassitude, de décision. Je retouche des photographies. Je redonne du temps à des souvenirs. Je suis payé modestement, mais honnêtement. Et le soir, je rentre chez moi. Chez toi ? Répéta-t-il, piqué. Tu es chez moi, ici. Je suis ta femme, dit-elle doucement. Et cette femme a besoin d'un chez elle, même dans la maison d'un autre. Il y eut une seconde où ses yeux à lui perdirent le fil. Puis la colère remonta, automatique. Tu vas arrêter. Demain. Je n'ai pas envie de voir mon nom traîner dans je ne sais quelle boutique médiocre. Mon travail n'a pas besoin de ton nom pour être digne, répondit-elle sans hausser la voix. Et je n'arrêterai pas. J'ai déjà passé trop d'années à me taire. Il serre les dents. Tu crois me défier ? Non. Je me choisis. Le silence fit un bruit de verre qu'on pose trop fort sur une table. Elle le contourna, monta l'escalier sans courir. À mi-étage, elle se retourna. Si tu veux qu'on en parle, demain soir, je serai là. Pas pour demander l'autorisation, pour que tu saches qui je deviens. Elle disparut. Le lendemain, Clara se leva avant l'aube. Elle glissa une carte de transport, un rouge à lèvres discret et un sandwich dans son sac. En sortant, elle inspira longuement l'air croquant du matin. Elle se sentait solide, utilisée, utile. À l'atelier, le patron la fit passer derrière le comptoir. On nous a confié un album des années 50. Un mariage. Beaucoup de pages gondolées, de déchirures. Je te le donne. Patience et amour. Elle sourit. Patience et amour. C'était la première fois qu'on lui confiait ces 2 mots comme des outils, pas comme des fardeaux. Elle tourna la première page. Un couple. Jeune. Agenouillé devant un prêtre, floué par le temps. La robe avait jauni. Le voile avait des trous. Clara pensa à sa propre robe, celle qu'elle n'avait pas choisie, au jour qu'on lui avait imposé.
Elle eut la tentation de détester cette image. Elle choisit de la réparer. Elle resta tard. Quand elle rentra, la maison était silencieuse. On lui fit savoir qu'Ethan dînait dans son bureau, qu'il n'était pas disponible. Elle monta se doucher, nourrit ses cheveux de crème, mit de la crème sur ses mains tachées d'encre numérique et s'endormit sans avoir croisé son mari. La 3e semaine, la maison avait compris. La gouvernante ne lançait plus de piques. Elle se heurtait à quelque chose de lisse en Clara, un calme poli, un sourire sans prise. La cuisinière glissait parfois une boîte à lunch dans son sac, au cas où. Un jeune jardinier, timide, lui avait dit un matin « Votre chignon change votre visage. On dirait quelqu'un qui sait où il va. » Elle avait ri. « Je sais où je marche. » C'est déjà ça. Ethan, lui, se taisait. Il s'enfermait plus souvent dans son bureau, restait plus tard en ville. Parfois, il se surprenait à accélérer dans un couloir, certain d'entendre le pas reconnaissable de Clara, ce pas qui désormais ne cherchait plus à ne pas faire de bruit. Il s'arrêtait, alors, comme pris en faute par sa propre curiosité. La nuit, il dormait mal. Une phrase de Camille tournait, « Une femme qui trouve sa voie ne revient pas en arrière ». Un soir, il l'attendit dans le grand salon. Pas dans l'ombre, pas dans l'embuscade. Assis, droit, la canne posée à portée de main. Il avait éteint la télé. Il n'avait pas de dossier pour se cacher. Elle entra, sac au bras, un peu de fatigue au coin des yeux et un éclat au fond. Elle referma la porte derrière elle, posa le sac doucement, et le regarda comme on regarde un pays qu'on a beaucoup traversé sans jamais s'y arrêter. « Bonsoir. »« Bonsoir, » répondit-il. « Assieds-toi. » Elle s'assit au bord d'un fauteuil, les mains ouvertes sur ses genoux. Il la détailla, avec un mélange de prudence et d'agacement. « Où étais-tu » demanda-t-il, mais la question sonna moins comme un interrogatoire que comme une tentative maladroite. « Au studio. Nous restaurons un album. Ça prend du temps. »« Tu pourrais déléguer, » lança-t-il, par réflexe. Elle haussa les épaules. « Déléguer quoi ? Ma main ? Mon regard ? Mon attention ? C'est la première fois que quelque chose a besoin de moi pour être mieux. » Un silence. Il appuya le dos contre le dossier, masquant mal l'ébranlement. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt ?» murmura-t-il, sourcils froncés, comme si la question s'adressait autant à lui qu'à elle. Elle eut un sourire triste. « Parce qu'il fallait que tu m'entendes. Or tu n'écoutes que quand tu décides d'écouter. » Il inclina la tête, accepta la gifle douce du constat. Puis la dureté revint, comme une armure qu'on remet d'instinct. « Et si je t'ordonne d'arrêter ? Si j'appelle ton patron et que je le rachète pour te licencier avant demain matin ?» Elle ne cligna pas. « Alors je chercherai ailleurs. Et encore ailleurs. Je servirai des cafés. Je laverai des vitres. Je retoucherai des photos la nuit chez moi. Et si tu continues à me poursuivre jusque dans mes petits boulots, je partirai. » Le mot tomba. Partir. Il avait la taille exacte de la peur qu'Ethan ne s'avouait pas. « Tu n'oseras pas, » siffla-t-il. « Je me suis longtemps cru incapable d'oser. Mais je sais faire. Maintenant, tu m'y as aidé d'ailleurs. Merci. » Il resta bouche close. L'ironie n'avait pas d'agressivité, juste une vérité nue. Elle se leva. « J'ai faim. Je vais me servir. Tu veux quelque chose ?»« Rien. » lâcha-t-il. « Bonne nuit. Alors ?» Elle sortit. Il secoua la tête, comme pour effacer une image. Et pourtant, l'image restait, celle d'une femme qui s'était levée à l'intérieur d'elle-même. Les jours suivants, Ethan devint une machine à observer. Ses yeux traquaient les détails. Une chaîne fine au cou de Clara, sans doute achetée avec son premier salaire. Un rouge un peu plus chaud sur sa bouche, un vendredi, une tache d'encre au bout des doigts. Un SMS auquel elle répondait en souriant. Message du patron, probablement, pour la remercier d'être restée tard. Il se surprit à se demander si elle mangeait assez, si elle ne se fatiguait pas trop, si on la respectait vraiment. Camille remarqua la crispation. « Laisse-la » glissa-t-elle, comme pour garder la main sur le feu.
Les oiseaux qu'on serre trop fort meurent. Je ne l'ai pas serré, répliqua-t-il, acerbe. Justement, fit-elle doucement, tu ne l'as pas suffisamment tenue pour qu'elle t'appartienne. Maintenant, elle s'appartient. Il se leva brutalement. Assez. Un mercredi. Il décida de la confronter autrement. Pas en la coinçant, pas en la menaçant, en la questionnant. D'où est venue cette idée ? Demanda-t-il le soir, alors qu'elle revenait trempée par un orage soudain. Elle frotta ses cheveux avec une serviette. De moi. De l'ennui qui fait du bruit quand il est trop long. Des humiliations qui n'ont plus d'écho quand on s'en détourne. De la fatigue d'attendre que tu me regardes autrement qu'en intruse. Il ferma un instant les yeux. On peut poser des règles, proposa-t-il, sur un ton rarement entendu chez lui. Elle le fixa, méfiante. Lesquelles ? Tu m'informes de tes horaires, je m'assure de ta sécurité. Tu prends un chauffeur si tu finis trop tard. Et moi ? Demanda-t-elle. J'ai le droit à quoi dans ce contrat ? À ce travail, à ma non-ingérence. Le mot lui coûta. J'ajoute une clause, dit-elle. Tu parles à la maison, tu fais en sorte qu'on m'adresse la parole correctement. Je ne suis pas un meuble. Il hocha la tête. Entendu. Et une dernière chose, reprit-elle, plus bas. Quand je te parle, tu m'écoutes. Même si Camille entre, même si un dossier brûle, même si c'est 3 minutes, tu m'écoutes. Il avala. D'accord. Elle s'essuya les mains, posa la serviette. Elle allait partir, puis se retourna. Tu sais, Ethan, je ne t'ai pas demandé la permission d'exister. Je t'ai demandé de me voir. Ce n'est pas pareil. Il resta longtemps dans le hall quand elle s'éloigna. Le lustre vibrait encore d'un dernier éclair. La maison lui sembla soudain trop grande pour un seul silence. Le vendredi, Clara croisa la grand-mère d'Ethan dans le petit salon au tapis usé. La vieille dame posa une main veinée sur la sienne. « On dit que tu sors, ma fille. Que tu apprends un nouveau métier. Oui, grand-mère. Le travail. C'est une façon d'apprendre à respirer quand la maison éteint les fenêtres. » murmura-t-elle. « Ça fait longtemps que je n'ai plus posé une couture. Ça me manque. Je peux vous montrer des choses avec les photos, si vous voulez. C'est un peu de couture, aussi. Mais sur le temps... » La vieille femme eut un rire clair. « Voilà que tu répares le temps. Eh bien, répare-nous un peu, si tu peux. » Le dimanche, Clara garda la maison. Elle nettoya son bureau, classa ses carnets, fit un peu de place sur les étagères. Elle accrocha au mur un petit cadre avec une phrase écrite à la main. « Ce que tu attends de l'autre, donne-le d'abord à toi-même. » En glissant le cadre, elle laissa tomber sans le vouloir une enveloppe cartonnée qu'elle rangeait parmi ses bricoles. En la relevant, elle reconnut un reflet familier, la photo d'une robe ancienne qu'elle avait déjà vue dans un coffre de la maison. Le collier. Aussi, ce collier mystérieux dont on disait qu'il avait appartenu à la mère d'Ethan puis à sa grand-mère. Une pièce de plus, sans explication. Elle la remit soigneusement. Ce n'était pas le jour de soulever des fantômes. Elle se fit un thé. À la première gorgée, on frappa à la porte. « Entre » dit-elle. Ethan resta sur le seuil, hésitant. Il regarda le cadre, les carnets, la tasse. Son regard accrocha la photo qui dépassait d'un livre, et il fronça les sourcils. Comme si quelque chose se reliait sans qu'il puisse encore le nommer. « Je voulais... » commença-t-il, puis s'arrêta. Il se passe la main sur la nuque. « Je voulais te dire que j'ai parlé à la maison. On te laissera tranquille. On te respectera. »« Merci, » répondit-elle, sans ironie. Il acquiesça. « Et j'ai compris que tu n'avais pas besoin de ma permission. Mais je veux savoir, pas contrôler, savoir, ça me rendra peut-être moins idiot. » Elle eut un sourire qui fendit la distance. « Je te dirai, si tu écoutes. »« J'essaierai, dit-il. »
Il resta un instant, à regarder autour, sans savoir quoi faire de ses mains. Puis il lâcha, presque malgré lui. « Tu es différente. Je me sens vivante, » répondit-elle simplement. Il hocha la tête, recula d'un pas, comme ébloui. Au moment de sortir, il se retourna. Il eut ce demi-sourire rare, fragile. La porte se referma. Seul dans le couloir, il posa la main sur la boiserie, comme pour vérifier que le monde ne bougeait pas trop vite sous ses pieds. Puis il souffla. Il venait d'accepter une chose dont lui-même ne savait pas pourquoi. Cette nuit-là, Clara écrivit dans son carnet. « Aujourd'hui, j'ai parlé sans trembler. Il a entendu. Peut-être pas tout, mais il a entendu. » Elle referma le cahier, posa le stylo, éteignit la lampe. Avant de s'endormir, elle pensa aux photos de l'album des années 50, aux rides qu'on lisse avec patience, aux déchirures qu'on recolle sans faire semblant qu'elles n'ont pas existé. Peut-être que les cœurs se réparent comme les images. Lentement, avec de la lumière, de la précision et le respect du grain. Et peut-être, elle sourit dans le noir, qu'on peut vraiment apprendre à se choisir, même dans la maison des autres. Le dimanche après-midi, la maison respirait à voix basse. On entendait juste, de loin, un aspirateur contrarié et, dans le jardin d'hiver, le cliquetis d'un arrosoir. Clara rangeait son petit bureau quand une photo glissa d'un livre et tomba au sol. Elle se baissa, soufflant sur la poussière, et son cœur fit un sursaut. Une femme au port gracieux, la mère d'Ethan, souriait à l'objectif, à sa gorge, un pendentif ovale, serti de nacre et de fines arabesques d'or. Clara resta accroupie, figée. Elle connaissait ce bijou. Le même dormait au fond de sa table de nuit, enveloppé dans un mouchoir, celui que sa propre mère lui avait laissé pour les jours importants. Un dessin presque jumeau, jusque dans la minuscule fleur gravée au revers. Le hasard n'avait plus l'air d'un hasard. Elle remit la photo dans le livre. Puis, au lieu de retourner à ses tâches, se laissa guider par sa curiosité. Le couloir du premier étage menait à une petite pièce oubliée, entre deux armoires. Ancienne salle de musique, sans doute. Des partitions jaunies, un piano muet, une armoire vitrée aux charnières capricieuses. Clara l'ouvrit avec douceur. Sur l'étagère du milieu, une boîte en bois sombre, marquée d'un V discret, attirait la lumière. À l'intérieur, un écrin de velours bleu nuit, vide, mais dont l'empreinte ovale révélait ce qu'il avait contenu. La doublure gardait encore, comme un souvenir, une poussière de nacre. Clara posa les doigts sur le velours. Son pouls accéléra. Elle ressortit, ferma doucement, puis fila à sa chambre. Elle ouvrit son tiroir, déroula le mouchoir, le collier de sa mère scintilla. Pudique. Elle le posa sur la paume, le poids juste, familier. Au revers, la petite fleur gravée, identique. Quelque chose, soudain, aligné des années qui ne s'étaient jamais parlé. Elle n'alla pas voir Ethan. Elle alla voir la grand-mère. La vieille dame reposait dans le petit salon au tapis pâle, une couverture sur les genoux et un livre sur la coudoir. Clara s'assit à côté d'elle, sans cérémonie, comme on s'assoit à côté d'une mémoire. « Grand-mère, puis-je vous montrer quelque chose ?»« Tu peux toujours, ma fille, » répondit la vieille femme, malice au fond de l'œil. Clara sortit le mouchoir, ouvrit le pli. Le collier apparut, presque timide sur le tissu. La grand-mère porta la main à sa bouche. Ses yeux se mouillèrent d'un vif étonnement. « Où as-tu trouvé ça ?»« Il m'appartient, » murmura Clara. « Il appartenait à ma mère. Mais aujourd'hui, j'ai vu une photo de votre belle-fille, qui porte le même, et une boîte vide, dans la pièce de musique. » La vieille dame prit le temps de regarder. Ses doigts frôlèrent l'ovale avec un respect religieux. « C'est le collier de Hélène, la mère d'Ethan. »
Un bijou de famille. Je l'avais reçu pour mes fiançailles. Et je le lui ai offert à la naissance d'Ethan. Il a disparu le soir de l'accident, dans l'aile est. On a cru qu'il avait été perdu dans le chaos. Elle leva les yeux vers Clara, troublée. Une émotion ancienne remontant à la surface. Comment? Est-il arrivé chez ta mère? Clara secoua la tête, doucement. Je ne sais pas tout. Maman disait juste, ce collier est une promesse. Il te protégera quand tu ne te sentiras à ta place nulle part. Elle n'a jamais voulu raconter l'origine. J'étais enfant, et chaque fois que je posais des questions, elle souriait pour détourner. Un long silence s'installa, lourd d'images qui ne revenaient pas encore. Ce soir-là, reprit la grand-mère, la voix rauque. Un enfant s'est retrouvé coincé alors que la fumée envahissait le couloir. Ethan avait 8 ans. On nous a dit qu'une jeune fille l'avait tiré hors de la pièce en feu avant que les secours n'arrivent. Tout est allé très vite. Les visages se mélangeaient, les sirènes. Hélène avait retiré son collier pour le glisser, en signe de gratitude, dans la main tremblante de celle qui tenait Ethan. Je n'ai plus revu le bijou. Clara sentit une chaleur sourde monter à ses tempes. Des souvenirs flous, une odeur de brûlé, des cris, des mains qui tirent. Un garçon aux yeux noirs qui tousse, griffait le bord de sa mémoire. Elle toucha involontairement la petite cicatrice fine qui coupe sa hanche, survivance d'un verre brisé, que sa mère avait toujours nommé l'étoile. Grand-mère. Cette jeune fille, Béneux, on sait qui c'était? On m'a donné un nom, dit la vieille dame, lointaine. Mais les années brouillent les lettres. Camille, ou quelque chose d'approchant. Elle venait souvent aider. C'est du moins ce qu'on m'a répété. Clara baissa les yeux sur le collier. Le mot promesse résonna plus fort. Elle aurait juré que les arabesques brillaient davantage. Puis-je le garder? Demanda-t-elle, presque honteuse, tant le bijou semblait chez lui ici. La grand-mère prit la main de Clara et y referma doucement le pendentif. Il est revenu par toi. Les objets savent parfois où ils doivent dormir. Garde-le. Mais montre-le à Ethan. Ce n'est pas qu'un bijou. C'est une trace. Et les traces, quand on les suit, finissent par dire la vérité. Le soir, Clara hésita longtemps devant le miroir. Elle passa le collier autour de son cou. L'ovale trouva sa place, juste au creux, avec l'évidence d'une clé dans sa serrure. Elle n'ajouta ni rouge ni boucle d'oreille. Rien qui détourne. Elle descendit pour dîner. La lumière dessinait de longues bandes sur le parquet. Ethan était déjà là, debout près de la table. Il se tenait sans sa canne, fièrement, comme ces jours où l'orgueil remplaçait les muscles. Il tourna la tête. Son regard s'arrêta net. Le collier. Il blêmit imperceptiblement. Le menton un rien plus haut, comme si un souvenir venait de pousser sous sa peau. « Où as-tu eu ça ?» fit-il, trop vite. Clara resta calme. « C'est à moi. »« C'était à ma mère. » Mais aujourd'hui, j'ai appris que c'était aussi à Hélène. Et que quelqu'un l'avait reçu en promesse le soir de l'incendie. Un silence vibrant, presque sonore. Ethan s'approcha de 2 pas. Ses yeux ne lâchaient pas l'ovale. Pas une seconde. Un mélange de reconnaissance et de confusion passa sur ses traits. « Ce collier, je le connais depuis que je suis enfant, » murmura-t-il. « Je croyais qu'il avait disparu. On m'a dit qu'il avait été donné à quelqu'un. »« À une jeune fille, » répéta Clara. « On lui a peut-être prêté un nom, pas le bon. » Leurs regards se prirent. Dans celui d'Ethan, une question s'alluma, que l'orgueil tenta d'éteindre sans y parvenir. « Qui t'a donné ce collier? Clara? Ma mère? Et si tu veux la vérité entière, il faudra aussi demander à ta grand-mère. Et à ceux qui ont préféré une histoire commode à une histoire vraie. » Il eut un souffle court. La colère, la prudence, la curiosité, tout se télescopa. Il détourna un instant la tête,
comme pour reprendre la main sur lui-même, puis la reposa sur Clara. « Demain matin, je parle à grand-mère. Demain, confirma Clara. Elle prit place à table. Il resta debout une seconde de trop, incapable de faire comme si de rien n'était. Le collier avait ouvert une porte dans la maison. On entendait déjà, derrière, les pas d'une vérité qui approchait. Dans la nuit, Camille envoya un message sec. Réunion déplacée à 8 heures. J'y serai plus tôt pour préparer. Ethan le lut, puis regarda longuement la photo de sa mère sur son téléphone, zoomant sur le collier au creux de la gorge. Il posa ensuite le regard sur la porte. La même idée qui revenait dans sa poitrine comme une marée. Et si tout n'avait pas été dit? Il sut déjà qu'au matin, la maison n'aurait pas exactement le même visage. Le lendemain matin, Ethan entra dans le petit salon d'un pas plus décidé qu'à l'ordinaire. La gouvernante voulut annoncer sa venue, mais il la coupa. « Ce n'est pas nécessaire. Je viens voir ma grand-mère. » Madame Valmont leva la tête de son tricot. La lumière du matin dessinait sur son visage les rides d'une douceur ancienne. « Ethan, tu es bien matinal. »« C'est rare, ces jours-ci. Il faut que je comprenne quelque chose, » répondit-il. « À propos du collier. » Le tricot suspendit sa course. Le fil glissa lentement entre les doigts de la vieille dame. « Alors tu l'as vu ?» murmura-t-elle. « Oui, autour du cou de Clara. Je pensais qu'il avait disparu depuis l'incendie. » Un silence dense tomba entre eux. Puis, d'une voix lente, la grand-mère reprit. « Ce bijou a traversé trop d'histoires pour qu'on le croie perdu. Il a été offert à ta mère le soir de ta naissance. Et, le soir du drame, elle l'a donné à celle qui t'a sorti du feu. » Les yeux d'Ethan se plissèrent. « On m'a toujours dit que c'était Camille, » murmura-t-il, presque pour lui-même. La vieille dame soupira. « C'est ce qu'elle a fait croire. Très vite. Quand tout le monde était encore sous le choc. Elle a prétendu avoir couru à ta chambre, t'avoir tiré dehors. Et toi, tu étais trop jeune pour te souvenir clairement. Tu te souvenais de mains, de cris, d'une voix. Elle a su dire ce qu'il fallait, au bon moment. Mais ce que j'ai vu ce soir-là, ce n'était pas elle. C'était une petite fille, couverte de cendres, tremblante, tenant ton bras si fort que les secours ont dû la détacher. Elle pleurait sans bruit. On l'a éloignée, avant qu'on ne puisse lui parler. » Ethan eut un sursaut. « Une petite fille? Combien d'années? » « Peut-être 6 ou 7. Elle portait une robe claire, tachée de suie. J'ai longtemps cherché à savoir qui elle était. Mais tout s'est embrouillé. Ton père était mort. Ta mère à moitié brûlée. Les journaux n'ont retenu que le drame, pas les visages. Elle se tue. » Ethan resta immobile, le souffle court, les yeux perdus sur un point invisible. « 6 ou 7 ans, répéta-t-il. Clara avait cet âge-là à l'époque. Et dans son regard, la certitude commença à se construire, pierre par pierre. Il passe le reste de la matinée enfermé dans son bureau, sur le bois sombre de son secrétaire. Le téléphone vibrait sans relâche. Messages, réunions, mails, tout semblait dérisoire. Dans un tiroir, il sortit une vieille photo. Lui, enfant, assis sur les genoux d'une femme rieuse. Et au fond, à demi flou, une autre silhouette, plus jeune. Il se surprit à la fixer comme si son esprit cherchait, malgré lui, à la replacer dans le puzzle. À midi, il appela son assistant. « Marc, j'ai besoin de toi. C'est confidentiel. »« Bien sûr, monsieur. Que dois-je faire ?» Retrouve toutes les archives de l'incendie du domaine Valmont, rapports, journaux, dossiers médicaux, et engage, si nécessaire, un enquêteur privé. Je veux savoir qui a réellement sorti un enfant de 8 ans ce soir-là. Marc hésita. « Je dois prévenir Camille ?» demanda-t-il prudemment. Ethan leva les yeux. Froid. « Non. Surtout pas Camille. » Le lendemain, au bureau. «
Camille le rejoignit pour une réunion avec le conseil. Elle le trouva différent. Il parlait moins. Écoutait plus. Son regard semblait souvent s'échapper vers la fenêtre. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en rangeant ses papiers. « Parfait », répondit-il sans la regarder. Elle insista. « Tu as l'air ailleurs ces temps-ci, distrait, fatigué. Peut-être que je réfléchis. Est-ce interdit ? » « Non, » sourit-elle. « Mais tu réfléchis à quoi ? À la vérité, Camille ? À celle qu'on ne m'a jamais dite. » Elle sentit la pique, mais ne réagit pas. Le ton, pourtant, l'inquiéta. Depuis quelques jours, quelque chose s'était déplacé dans la façon qu'il avait de respirer, comme si une porte intérieure s'était entr'ouverte, et que le courant d'air menaçait d'emporter tout le reste. 2 jours plus tard, Camille se rendit au manoir. Elle prétexta un dossier urgent, mais elle voulait surtout comprendre ce qui le rongeait. À la maison, elle prit soin de parler avec la gouvernante, d'un ton complice. « Comment va, monsieur, ces temps-ci ?»« Oh, il est changé, » répondit la femme en haussant les épaules. « Moins dur, plus pensif. Et puis, il parle avec madame, maintenant. Enfin, un peu. »« Avec madame ?» répéta Camille, feignant la surprise. « Oui, madame Clara ? On dirait qu'ils se comprennent mieux. Le climat est plus calme. Même madame Valmont trouve que le vent tourne. » Le cœur de Camille fit un bond, mais son sourire resta intact. « C'est une bonne chose, n'est-ce pas ? » murmura-t-elle doucement. La gouvernante hocha la tête, mais Camille détourna le regard. Dans ses yeux, une ombre glacée venait de naître. Le soir, seule dans sa voiture, elle appela un contact discret. « J'ai besoin d'un service, » dit-elle calmement. « Lequel ? Renseigne-toi sur Madame Delcourt, tout ce que tu peux, sa famille, ses origines, ses fréquentations, ses diplômes, tout. » Elle raccrocha avant qu'on ne lui pose des questions. Pendant ce temps, Ethan, lui, continuait à creuser. Marc lui avait transmis les premiers documents, articles de journaux, témoignages. Sur l'un d'eux, il lut une ligne qui le figea. Une jeune fille inconnue aurait guidé l'enfant vers la sortie avant de s'effondrer dans le jardin. Elle a été transportée dans un autre hôpital régional avant la fin de l'intervention. Un autre hôpital, un autre nom, un autre dossier. Ethan sentit la pièce tomber dans le mécanisme. « Vérifie cet hôpital », ordonna-t-il à Marc. « Les dossiers de 20 ans en arrière. Section pédiatrique. Cherche une fillette brûlée ou contusionnée, sans nom complet. Et fais-le vite. » Les nuits suivantes furent longues. Ethan dormait peu. Dans ses rêves, il revoyait des fragments. Le feu. Une main d'enfant qui serre la sienne. Un collier qui scintille. Une voix qui murmure « Cours, petit. Ne regarde pas. » Quand il se réveillait, son cœur battait trop vite. Et chaque matin, il voyait Clara, calme, droite, le collier au cou. Elle le saluait sans insistance. Parfois, leurs regards se croisaient, et il sentait qu'elle savait qu'il savait, sans qu'aucun mot ne soit encore prononcé. Un soir, après un dîner silencieux, il monta à l'étage. La grand-mère, assise dans l'ombre, l'attendait presque. « Tu as retrouvé quelque chose ?» demanda-t-elle. « Pas encore, mais je crois que tout est lié. Le collier, le feu, et Clara. Alors cherche, Ethan. Mais souviens-toi, la vérité ne s'offre qu'à ceux qui sont prêts à en payer le prix. » Il hocha la tête, le regard brûlant d'un mélange de peur et d'espoir. Camille, elle, reçut les premiers résultats de sa propre enquête. Sur un papier jauni, un nom la fit tressaillir. Clara Mensah, née dans le même district que l'incendie. Mère décédée d'un cancer il y a 10 ans. Aucune mention du père, mais une note manuscrite du rapporteur.
Victime identifiée dans un incendie à l'âge de 7 ans. Traumatisme crânien léger. Cicatrice hanche droite. Camille froissa la feuille dans sa main, le souffle coupé. Alors c'était vrai. C'était elle. Elle se redressa lentement, les lèvres serrées, et murmura dans l'obscurité. Pas encore, Clara. Pas tant que je n'aurais pas tout effacé. Ethan, lui, venait de recevoir un message de Marc. J'ai trouvé un dossier. Une fillette admise le soir du drame. Pas de nom au départ. Sortie 10 jours plus tard. Adoptée ensuite par une certaine Marie Mensa. Le monde sembla basculer. Marie Mensa, le nom de la mère de Clara. Ethan resta assis, longtemps, sans parler. Ses doigts se crispèrent sur la feuille, et pour la première fois depuis des années, il ferma les yeux. Non pas pour fuir, mais pour se souvenir. Et dans sa mémoire, la voix revint, claire, minuscule, tremblante. « Tiens ma main, petit, on va sortir. » Il rouvrit les yeux et murmura, presque pour lui-même. « Alors c'était toi, Clara, la vérité, parfois, ne remonte pas comme une vague. Elle s'infiltre, silencieuse, persistante. Et quand elle refait surface, elle emporte tout sur son passage. Cette nuit-là, Ethan ne trouva pas le sommeil. Il resta assis dans son fauteuil, les yeux rivés sur les papiers étalés devant lui. Les mots dansaient, mais une phrase ne cessait de le hanter. Fillette anonyme, brûlure légère, choc crânien, cicatrice hanche droite. À mesure qu'il lisait, des images floues s'imposaient. La chaleur, les flammes, le cri de sa mère, et cette petite main qui l'avait tiré. Une main fine, ferme malgré la peur. Une main qui sentait la fumée et la lavande. Clara. Retour. 20 ans en arrière. Le manoir Valmont, ce soir-là, brûlait comme un soleil tombé sur terre. Des domestiques couraient en hurlant. Des vitres éclataient sous la chaleur. Au 2e étage, un garçonnet de 8 ans, Ethan, battait des bras dans la fumée, incapable de retrouver la porte. Une poutre craqua. L'air devint lourd. Puis une silhouette apparut, minuscule. Une fillette, les cheveux défaits, le visage couvert de suie. Elle toussa, posa ses mains sur la bouche du petit pour le protéger de la fumée, et cria. « Viens, on doit sortir. » Elle tira, tant bien que mal, jusqu'à la porte. La poignée brûlait. Alors elle donna un coup d'épaule. Le battant s'ouvrit. Une langue de feu les suivit dans le couloir. La fillette chancela, mais continua à tirer. Ethan trébucha dans les escaliers. Elle le rattrapa. Ils roulèrent sur les marches. Dans le choc, elle heurta violemment le coin d'une marche. Sa hanche éclata de douleur. Elle cria, mais ne lâcha pas. Dehors, les pompiers arrivèrent déjà. Elle sortit du manoir, tenant toujours le bras du petit garçon. Les secours les entourèrent. Elle s'effondra, inconsciente, le visage tourné vers la lumière. Dans sa petite main serrée, un collier ovale. Quelques heures plus tard, dans le vacarme de l'hôpital, la fillette fut séparée de l'enfant. On prit Ethan en charge immédiatement, car il était le fils Valmont, héritier d'un nom, d'une fortune. Quant à elle, on ne connaissait pas son identité. On parle de « une petite du village », sans parents proches sur place. Le dossier médical resta presque vide. Pendant ce temps, Camille, 16 ans à peine, fille d'un employé du domaine, errait dans les couloirs, bouleversée. Son père faisait partie des ouvriers blessés cette nuit-là. Elle pleurait, seule, jusqu'à ce qu'un médecin la prenne pour l'enfant héroïque. « C'est vous, la jeune fille qui a sauvé le petit Delcourt ?» Elle n'eut pas le courage de dire non. Elle hocha la tête, une fois, une seule, et le mensonge prit racine. Quelques jours plus tard, les journaux titraient « Une adolescente sauve le jeune héritier Delcourt des flammes ».
La famille promet une éducation et un avenir à Camille M. Les Valmont, accablés de deuil et de gratitude, acceptèrent cette version sans chercher plus loin. Camille reçut une bourse, un logement, un rôle d'assistante plus tard dans la société Delcourt. Et au fil des années, elle s'installa, discrètement, dans la vie d'Ethan. Personne ne posa plus jamais de questions sur la véritable enfant du feu. Elle, pendant ce temps, se remettait lentement dans un hôpital régional, amnésique par instants. Tremblante, la nuit, au moindre bruit de crépitement. Et sa mère, Marie Mensa, veillait sur elle comme sur une flamme fragile. Marie Mensa avait compris, en lisant les journaux, ce qui s'était passé. Elle avait reconnu la description du bijou. Elle savait que sa fille avait ramené quelque chose dans sa main. Mais elle craignait la vérité autant qu'elle la respectait. Alors, une nuit, elle prit le collier, le nettoya, le rangea dans un mouchoir. « Ce collier est une promesse », dit-elle à Clara. « Un jour, il te dira d'où tu viens, mais pas avant que ton cœur soit prêt. » Clara avait 7 ans. Elle ne se souvenait que de flammes et d'un garçon qui pleurait. Sa mère n'en parla plus jamais. Retour au présent. Ethan relut ses pages encore et encore. Chaque ligne ouvrait une blessure différente. Il comprit que sa vie entière avait reposé sur un mensonge, et qu'il avait bâti sa loyauté, sa gratitude, sa confiance, sur une imposture. Camille. Son nom sonnait désormais comme une trahison. Quelques jours passèrent. Ethan, d'ordinaire si méthodique, se montrait distrait au travail. Il oubliait des réunions, répondait à côté, fixait des murs vides. Camille, bien sûr, le remarqua. « Tu es ailleurs, » dit-elle un matin. « Depuis une semaine. Tu n'es plus le même. »« J'ai beaucoup à penser, » répondit-il sèchement. « À propos de quoi ? » ?»« De vérité. »« Quelle vérité ? » ?»« Celle que je n'aurais jamais dû ignorer. » Elle resta silencieuse, tentant de déchiffrer son ton. Il ajouta, sans la regarder. « Dis-moi, Camille, tu te souviens de cette nuit, il y a 20 ans ?» Elle tressaillit, imperceptiblement. « Quelle nuit ? » ?»« L'incendie. Bien sûr. Comment pourrais-je l'oublier ? J'y étais. » Il tourna enfin les yeux vers elle. Son regard n'avait plus rien de reconnaissant. Il était calme, tranchant, presque étranger. « Oui, tu y étais, » dit-il doucement. « Mais pas où tu prétends avoir été. » Camille perdit un instant l'usage de la parole. Elle voulut répondre, se défendre. Mais il reprit, plus bas. « Je sais ce que tu as fait. Et je saurai tout. » Puis il sortit, la laissant seule dans la salle de réunion, le souffle suspendu. Elle s'adossa au mur, le cœur affolé, et murmura « Non, pas maintenant. Pas après tout ce que j'ai construit. » Ce soir-là, Ethan rentra au manoir plus tôt. La lumière de fin d'après-midi baignait les couloirs. Il s'arrêta au bas de l'escalier. Clara descendait, vêtue simplement, les cheveux défaits, le collier scintillant au creux du cou. Il la regarda longuement, sans parler. Elle s'immobilisa. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, douce mais méfiante. « Si, » répondit-il. « Tout va. Enfin commencer à aller. » Il s'approcha lentement. « Ce collier, tu m'as dit que c'était une promesse. »« Oui, tu avais raison. Il m'a ramené vers la vérité. » Elle fronça les sourcils. « Quelle vérité ? Celle qu'on nous a volée, » dit-il, presque en chuchotant. « Et maintenant ? Maintenant, je veux comprendre tout, même si ça détruit ce que je crois savoir. » La grand-mère, depuis le couloir, les observait discrètement. Elle vit leurs 2 silhouettes, l'ombre du passé s'effacer doucement entre elles. Mais dans un coin du manoir, Camille écoutait, le visage figé. Le collier, le feu, la promesse, tout remontait.
Elle comprit, dans un frisson glacé, que le mensonge qu'elle avait bâti 20 ans plus tôt commençait à s'effondrer. Et elle murmura, pour elle seule, « S'il découvre tout, je le perds. » Cette nuit-là, Clara fit un rêve étrange. Des flammes, un collier, une voix d'enfant qui criait « Cours, petit, ne regarde pas. » Elle se réveilla en sursaut, la main sur la gorge. Le collier brillait faiblement dans la lumière lunaire. Et pour la première fois, un fragment clair lui revint. Le visage d'un petit garçon, les yeux pleins de larmes. Elle comprit, dans un souffle, ce que son inconscient avait toujours su. Cette familiarité, ils s'étaient déjà rencontrés. Mais les images restaient floues. Au matin, Clara s'habilla sobrement, tailleur crème, chemisier bleu pâle, et sortit avant qu'Ethan n'apparaisse. Cela faisait des semaines qu'elle avait repris sa vie en main. Elle partait tôt, revenait tard, rayonnante d'une confiance neuve. Ethan remarqua d'abord des détails. Clara riait avec la grand-mère au jardin. Elle rentrait avec des échantillons de tissu, sentant l'encre et la colle fraîche. Ses pas avaient changé, moins hésitants, plus sûrs. Ce soir-là, il l'attendit au bas de l'escalier. « D'où viens-tu ? D'une journée de travail. Je suis épuisée. On en parlera demain. » Elle passa, douce et inflexible. Le lendemain matin, on annonça. « Madame est déjà partie. Monsieur. » Il fit vérifier ses horaires, ses trajets. Puis ordonna discrètement à Julien d'installer une filature de protection. Pas pour l'espionner, se convainquit-il, mais par sécurité. « Et fouille le passé. »« Julien, » dit-il à voix basse, « si quelqu'un efface des archives autour de Clara, je veux le savoir. » « Compris ?» Julien revint. « Monsieur, nos contacts signalent des suppressions ciblées dans des bases hospitalières anciennes. Comme si quelqu'un neutralisait des mentions d'une fillette anonyme après l'incendie. » Ethan ferma les yeux une seconde. « Continue, et sois prudent. » La nuit suivante, des cris fêlèrent le calme du manoir. Ethan s'immobilisa dans le couloir. Les gémissements venèrent de la chambre de Clara. Il entra. Clara se débattait dans les draps, le visage trempé de larmes. « Ne regarde pas. Cours, cours, » murmurait-elle. Ethan s'assit au bord du lit. « Clara, c'est moi. »« Respire avec moi. » Elle se réveilla en sursaut, haletante, perdue. « Laisse-moi, je... » Il posa sa main, ferme et chaude, au milieu de ses omoplates, et la berça sans un mot. « Je suis là. Tu es en sécurité. » Elle trembla longtemps. Puis, épuisée, s'endormit contre son épaule. Au matin, il demanda à Julien de vérifier l'ancien diagnostic. À l'époque. « Monsieur, les médecins ont parlé d'amnésie post-traumatique. Une protection du cerveau. Revenir brutalement là-dessus pourrait être dangereux. » La grand-mère confirma. « Ne force pas. Laisse son cœur te raconter. Pas tes questions. » Ethan hocha la tête. Il patienterait. Mais il protégerait. La tension planait dans le manoir depuis plusieurs jours. Ethan observait Clara du coin de l'œil, sans rien dire. Mais chaque détail le trahissait. La façon dont il serrait sa tasse, la crispation de sa mâchoire quand elle riait avec la grand-mère, ou la manière dont il suivait ses pas légers dans le couloir. Ce soir-là, elle rentra plus tard que d'habitude. Vêtue d'un tailleur beige, les cheveux légèrement détachés, le regard fatigué mais serein, il l'attendait, appuyé contre le bureau, les bras croisés. « Tu rentres tard, » dit-il, la voix calme, mais glaciale. « J'ai terminé un dossier important, » répondit-elle simplement. « Tu aurais pu prévenir. Je ne savais pas qu'il fallait ton autorisation pour travailler. » Le ton de Clara était doux, mais ferme. Ethan haussa un sourcil. « Tu m'échappes complètement, Clara. »« Non, Ethan. C'est toi qui refuses de me voir autrement que comme un meuble dans ta maison. » Il fit un pas.
Je ne t'ai jamais traité ainsi. Oh si, murmura-t-elle. Chaque fois que tu m'ignores, que tu laisses les autres me rabaisser. C'est pire qu'un mot blessant. Elle le fixa droit dans les yeux. Je suis ton épouse, Ethan, pas ton ombre. Le silence tomba entre eux, chargé d'électricité. Il fit un second pas, plus lent, plus lourd. Tu me provoques, maintenant. Non, j'existe. C'est tout. Ethan la fixa. Ses yeux sombres luisaient dans la pénombre. Tu sors trop. Tu disparais sans prévenir. Parce que j'ai une vie. Ethan. Parce que je ne veux plus suffoquer ici. Suffoquer? Oui, à cause de toi. Elle fit un pas pour le contourner, mais il lui barra le passage, sa main s'appuyant sur la porte derrière elle. Et si je t'interdisais de sortir? Alors je te désobéirais. Sa voix était tremblante, mais son regard, brûlant. Ethan se pencha. Son souffle frôla son visage. Tu es mon épouse. Tu me dois du respect. Le respect ne se commande pas. Ethan, il se mérite. Cette phrase, dite d'une voix douce, mais tranchante, le désarma. Il voulut répondre, mais aucun mot ne vint. Clara, elle, le fixait toujours, immobile, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il l'entendait. Et puis, sans prévenir, il la saisit par la taille. Pas avec violence, avec ce mélange de fierté blessée et de trouble qu'il ne comprenait plus. Elle écarquilla les yeux, mais ne bougea pas. Leur visage était à quelques centimètres. Elle murmura « Lâche-moi, Ethan. » Dis-le encore. « Lâche-moi. Non. » Et dans le même souffle, il l'embrassa. Pas un baiser doux. Pas un baiser calculé. Un baiser brut, sincère, dévasté. Celui d'un homme qui se bat contre lui-même et qui perd. Clara resta figée un instant, les yeux grands ouverts. Puis son corps céda à la chaleur du moment. Ses mains, qu'elle voulait repousser, se crispèrent sur sa chemise. Le baiser s'approfondit, se filant, presque tremblant. Mais soudain, elle le repoussa doucement, haletante. « Ne recommence jamais ça. » « Pourquoi ? Parce que tu ne m'aimes pas. » Ethan. « Et si tu te trompais ?» Il recula d'un pas, le regard perdu. Elle, les joues rouges, essuya une larme silencieuse. « Tu ne m'aimes pas ?» dit-elle encore. « Tu veux juste me posséder ?» Elle quitta la pièce, sans se retourner. La porte claqua doucement, mais dans la poitrine d'Ethan, quelque chose venait de se fissurer. Il resta seul, les lèvres encore brûlantes, le souffle court. Il posa une main sur la table, tremblant, et murmura. « Pourquoi toi, Clara? Pourquoi maintenant ?» Les jours qui suivirent furent étranges. Entre Clara et Ethan, le silence n'était plus le même. Il n'était plus fait de mépris, mais de non-dit. Elle évitait son regard, et lui faisait semblant de ne pas la suivre du coin de l'œil. Chaque fois qu'ils se croisaient dans un couloir, leur souffle semblait se chercher avant de fuir. Ethan s'enfermait de plus en plus souvent dans son bureau. Il travaillait la nuit, la lumière tamisée éclairant son visage fatigué. Parfois, il posait les doigts sur ses lèvres, comme s'il sentait encore le goût du baiser qu'elle lui avait rendu, malgré elle. Julien, son assistant, le voyait changer. « Monsieur, vous ne dormez plus. Ce n'est pas le sommeil qui me manque. Julien, c'est la paix. » Pendant ce temps, Camille observait tout. Elle avait compris que quelque chose avait basculé. Elle voyait dans le regard d'Ethan une lueur nouvelle, une douceur qu'elle n'avait jamais vue, pas même quand il lui devait la vie. Alors, elle décida de le ramener à elle, coûte que coûte. Un soir, elle entra dans son bureau, vêtue d'un tailleur noir strict, les cheveux relevés. « Tu ne m'as pas parlé de la réunion avec les investisseurs, » dit-elle d'un ton professionnel. « Je n'ai pas eu le temps. Tu n'as plus le temps pour rien, ni pour moi, ni pour ton entreprise. Pour toi,
répéta-t-il, relevant la tête. Oui, Ethan. Pour moi. Celle qui t'a sauvé quand tout le monde t'a tourné le dos. Celle qui a tout sacrifié. Il soupira. Tu as tout choisi, Camille. Personne ne t'a rien demandé. Non, Ethan, c'est toi qui m'as tout pris. Elle s'approcha, posa une main sur son épaule. Il la repoussa doucement. Sors, Camille. Non, je ne partirai pas tant que cette fille sera là. Elle est ma femme. Ta femme, répéta-t-elle, éclatant d'un rire amer. Tu oublies comment elle est entrée ici. Tu oublies que c'est une remplaçante? Et toi? Tu oublies que ton mensonge dure depuis des années. Son ton était froid, tranchant. Camille comprit qu'elle l'avait perdu. Mais dans ses yeux, la rage venait de naître. Très bien, murmura-t-elle. Si c'est la guerre que tu veux. Alors tu verras ce qu'une femme blessée peut faire. Les jours suivants, le piège se mit en place. Camille avait engagé 2 hommes, d'anciens agents de sécurité du domaine, renvoyés pour vol. Elle les retrouva dans un café de la ville, tard le soir. « Je veux qu'elle ait l'air coupable », dit-elle calmement. « Pas morte, pas blessée, juste, indigne de lui. »« Et comment tu veux qu'on fasse ?»« Simple, une sortie, un verre, un peu d'aide pour l'amuser. Ensuite, des photos, le reste, je m'en charge. » Les hommes échangèrent un regard. L'argent qu'elle posa sur la table suffit à faire taire leurs doutes. Et ils finirent par accepter, vu la récompense. Camille, elle, observait. Au bureau, Ethan répondait à côté. À la maison, la grand-mère souriait davantage. Et Clara existait. Alors Camille opta pour la brume. Rumeur auprès du personnel. Madame prend des rendez-vous tardifs. Insinuation au service sécurité. Vérifier ses contacts. Puis petits pièges inoffensifs. Retarder une voiture. Égarer un téléphone. Qui échouèrent tous. Elle décida d'aller plus loin. Un samedi. Clara s'offrit une sortie simple. Elle avait travaillé sans relâche. Et ce soir-là, elle voulait juste respirer. Robe noire fluide, trench camel, boucle d'oreilles dorées, un rouge à lèvres discret qui lui donnait un air nouveau. Dans le miroir, elle se surprit à se trouver belle pour la première fois depuis longtemps. Elle prit un taxi pour un petit restaurant calme, à la sortie de la ville. Un endroit simple, chaleureux. Mais quelqu'un la suivait. Camille, dans sa voiture noire, observait de loin. Elle appuya sur le combiné. C'est bon. Elle est là. Faites ce qu'il faut. Elle dîna seule dans un bar-lounge à la lumière douce. Un livre sur la banquette. À 2 tables de là, l'équipe de filature veillait. Camille aussi, depuis l'ombre, avait ses hommes. Le serveur s'approcha. De la part de la maison, mademoiselle. Un cocktail clair, citronné. Clara hésita, goûta à peine. Quelques minutes plus tard, un étourdissement. La salle ondula. Elle commença à sentir la tête lourde, les mains tremblantes. Une chaleur étrange monta en elle, incontrôlable. Je ne me sens pas bien, murmura-t-elle. Un des hommes s'approcha, feignant la bienveillance. Tout va bien ? Demanda un inconnu, trop empressé. Je ne me sens pas bien, murmura-t-elle. On va vous raccompagner. Ils la soutinrent par les épaules. La filature se leva, discrète, prête à intervenir. Clara tenta de se lever seule. Ses jambes flageolèrent. Je dois rentrer. Les hommes de Camille entourèrent à la sortie, dirigeant la jeune femme vers un ascenseur menant aux chambres de l'hôtel intégré au lounge. Le chef de filature appela instantanément. « Monsieur, alerte. Il se passe quelque chose. On vient de lui donner une substance. Elle semble désorientée. Où ? Restaurant Les Orangers, route de Valcourt. Ne la quitte pas des yeux. J'arrive. Ne la quitte pas des yeux. J'arrive, répondit Ethan, déjà en route. Dans le couloir moqueté. La scène se serra. Laissez-moi.
protesta Clara, confuse, luttant contre un feu intérieur qui n'était pas le sien. Calme-toi, princesse. On t'aide, susurra l'un d'eux. Ethan se leva d'un bond, furieux. Julien tenta de le retenir. Vous n'êtes pas en état de conduire, monsieur. Elle, Julien. Il s'en prend à elle. Quelques minutes plus tard, la voiture d'Ethan freina brusquement devant l'hôtel attenant au restaurant. Il entra, bousculant les serveurs. La respiration haletante, la porte d'une suite s'ouvrit, et Ethan surgit, accompagné de 2 agents. « Ça suffit. Lâchez-la » hurla-t-il. Sa voix imposante résonna dans tout le couloir. Les 2 hommes sursautèrent, surpris. L'un tenta de s'enfuir, mais Ethan lui donna un coup de poing brutal. L'autre, pétrifié. Le ton coupa net les gestes. « Qui êtes-vous » ? « Son mari, » répondit Ethan, les yeux brûlants de colère. Le 2e homme, envoyé par Camille, lâcha Clara, qui tomba dans les bras d'Ethan. « Clara ! Hé ! Clara, regarde-moi. C'est moi. » Les agents plaquèrent les 2 hommes contre le mur. Le serveur complice tenta de s'enfuir. On le saisit par le col. Ethan enroula le trench sur les épaules de Clara. « Regarde-moi. Tu es en sécurité. Je t'emmène à l'hôpital. »« Toi, tu es venu pour moi ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Oui, c'est moi. Je suis là. » Ses yeux étaient à moitié fermés, son souffle court. « J'ai chaud, tellement chaud. Aide-moi, s'il te plaît. » Ethan la porta jusqu'au lit. Il voulait appeler un médecin, mais elle agrippa sa chemise. « Non, ne pars pas. Reste. » Il hésita, partagé entre la raison et le tumulte de ses émotions. « Clara, tu ne sais pas ce que tu dis. Si, je sais que c'est toi, que tu es là. » Elle posa une main sur sa joue. Son regard était flou, mais sincère. Ethan sentit tout son corps trembler. « Clara, tu es prise d'une substance. Tu ne te rends pas compte. Je t'en supplie. Ne me laisse pas. » Partagé entre le désir et la raison, il lui demanda « Sais-tu qui je suis ?»« Oui, je sais. Tu es Ethan, mon époux. » Et là, le temps s'arrêta. Entre la colère, la peur et le désir qu'il n'avait jamais voulu ressentir, Ethan céda. Il la prit dans ses bras, la serra contre lui et l'embrassa, doucement cette fois. Pas pour dominer, pour la sauver. Cette nuit-là, leurs destins se lièrent une seconde fois. Non pas dans la haine, ni dans la douleur, mais dans ce trouble fragile, entre la peur et l'amour. Le lendemain matin, Clara dormait encore, paisible. Ethan, assis près du lit, la regardait. Et c'est là qu'il vit, sous le drap, une cicatrice fine, au creux de sa hanche. Exactement la même que celle qu'il avait vue, des années plus tôt, sur la fillette qu'il croyait être Camille. Son cœur manqua un battement. Tout devint clair. Clara était la petite fille qu'il avait sauvée. Il ferma les yeux, bouleversé, et murmura, la voix brisée. « Tout ce temps, c'était toi. » Clara remua, ouvrit les paupières. Son regard accrocha le sien, hésitant. Elle se redressa, prit conscience de sa présence, de la nuit étrange, de la chaleur qui lui revenait par bribes, comme un rêve qu'on n'ose pas nommer. Elle se couvrit, gênée. « Merci de m'avoir aidé hier, » dit-elle, un peu trop vite. Mais c'était une erreur. Ethan se figea. Une erreur ou une peur? Je ne sais pas. Tu m'as trop fait de mal. Ethan. Mon corps réagit avant mon cœur, et mon cœur n'ose pas te croire. Il hocha la tête. Pour une fois, il ne força rien. Il se leva, recula d'un pas. Alors, je vais te le prouver autrement. Mais avant,
Laisse-moi te conduire à l'hôpital pour te faire examiner. Elle accepta. Le lendemain, Julien entra dans le bureau d'Ethan avec un dossier. Les deux types sont en garde à vue. Ils n'ont pas de nom derrière eux, mais on a retrouvé sur l'un un versement cash et un contact lié à Camille M. Un silence lourd. Elle a nié. Elle anticipe. Un avocat a déjà prévenu les deux hommes de ne citer personne. Très bien, dit Ethan. On ne se précipitera pas. On monte le dossier et protège Clara. Il fit changer la sécurité du manoir, recadra la gouvernante et prépara un piège propre. Vérifier qui continuerait à effacer des traces dans les archives et qui se rendrait nerveusement sur certains comptes. Pendant ce temps, il garda ses distances apparentes avec Clara. Pas de promesses grandes, pas de gestes qu'elle pourrait refuser trop tôt, mais multiplia les protections invisibles. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes, trop calmes. Camille reprit son masque de parfaite collaboratrice, toujours présente, toujours efficace. Mais ses sourires semblaient sculptés dans le verre. Ethan, lui, s'était replongé dans son travail avec un sang-froid impeccable. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Dans l'ombre, Julien, son assistant, remontait chaque fil qu'elle coupait. Un matin, au siège, Camille entra dans la salle d'archives du personnel. Elle portait des gants fins, un air concentré. « Juste un tri administratif », dit-elle au gardien, sourire aux lèvres. Elle effaça quelques lignes, remplaça une date, mit au feu des copies du dossier hospitalier, puis, discrètement, elle apposa sa signature d'autorisation, un faux parfait. Mais la caméra que Julien avait installée dans le cadre du détecteur de fumée enregistra tout. Chaque geste, chaque regard jeté par-dessus son épaule. Quand il montra la vidéo à Ethan, celui-ci se contenta de dire « Laisse-la faire encore un peu, plus elle croira que tout disparaît, plus elle nous conduira vers la vérité. » Pendant ce temps, Clara allait mieux. Les médecins avaient parlé d'épuisement nerveux, mais elle reprenait ses forces. Lorsque Clara rentra de la clinique, la grand-mère l'accueillit avec du thé et un plaid. « Merci. »« Grand-mère, » dit Clara, la voix encore rauque. « Tu n'as pas à me remercier de t'aimer, ma chérie. » Sourit la vieille dame. Elle restait souvent à lire près du feu. Ethan passa plus tard, frappa doucement. « Entre, » dit-elle. Il resta près de la porte, presque gauche. Elle leva la tête. « Tu veux t'asseoir ? Je ne veux pas te déranger. »« Tu le fais déjà, » répondit-elle en souriant à demi. Il s'assit, silencieux. Le bois crépitait. Et cette fois, aucun des deux n'avait peur du silence. « Tu fais encore des cauchemars ? » demanda-t-il. « Moins, mais parfois, j'entends encore les flammes. »« Des flammes ? » ?»« Oui, comme un souvenir ancien. Un feu, des cris, et une voix d'enfant. Une voix, oui, qui me dit « Cours, ne regarde pas. » Ethan sentit son cœur se serrer, mais il ne dit rien. Il se contenta de lui tendre un verre d'eau. Elle le prit. Leurs doigts se frôlèrent. « Merci, » murmura-t-elle. « C'est moi qui te remercie, » dit-il simplement. « Je ne te retiendrai pas longtemps. Je voulais juste te dire que je suis fier que tu aies choisi ta vie, ton travail, ta liberté. » Elle le fixa, surprise. « Et je te demanderai simplement une chose. Si tu sors, envoie-moi un message. Pas pour te surveiller, pour te ramener. Si un imbécile essaie encore. » Clara hésita, puis hocha la tête. « D'accord, mais je ne te dois pas d'autorisation. »« Non !» Juste un point de chute. Il eut un sourire presque fragile. « Et Clara ? » ?»« Oui. Ce collier te va bien. » Lorsqu'il se retourna pour partir, elle l'arrêta. « Ethan, merci pour hier. C'était la moindre des choses.
Non, tu m'as tenu. Et je le ferai. Chaque fois que tu en auras besoin, répondit-il, sans la toucher, mais avec une certitude neuve. Dans l'ombre, Camille comprit deux choses. 1. Ethan s'éloignait d'elle, pas de Clara. 2. Le mensonge d'il y a 20 ans se fissurait. Elle changea alors de stratégie. Elle viserait les preuves, les témoins, les lacunaires de l'hôpital, et, si nécessaire, un coup plus risqué encore. Puisque la vérité veut sortir, murmura-t-elle devant la glace, il faudra l'étouffer une seconde fois. Elle ne savait pas que, de son côté, Ethan avait déjà posé ses filets, log des bases consultées, marquage discret de documents, et une caméra sur l'imprimante où disparaissaient les copies sensibles. Le prochain mouvement de Camille, il le verrait. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Trop calmes. Camille reprit son masque de parfaite collaboratrice. Toujours présente, toujours efficace. Mais ses sourires semblaient sculptés dans le verre. Ethan, lui, s'était replongé dans son travail avec un sang-froid impeccable. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Dans l'ombre. Julien, son assistant, remontait chaque fil qu'elle coupait. Un matin, au siège, Camille entra dans la salle d'archives du personnel. Elle portait des gants fins, un air concentré. Les jours suivants, Ethan changea son approche, finit les ordres. Il proposa. Il invita. Restaurant. Cinéma. Il laissa des espaces où Clara pouvait dire oui ou non. De petites attentions simples. Un thé au jasmin qu'elle aimait, des fleurs déposées. Et, un soir, un écrin discret, un collier fin, sans ostentation. Un cadeau n'efface pas une faute, dit-elle. Je ne cherche pas à effacer. Je veux réparer. Clara gardait ses distances, mais elle ne fuyait plus. Quand il frôlait sa main, elle tremblait. Quand il levait doucement son menton, elle soutenait son regard, une seconde de trop, puis se dérobait. Regarde-moi, et dis-moi que tu ne ressens rien pour moi, murmura-t-il une nuit, à l'entrée de sa chambre. À quoi ça servirait de le dire? Même si c'était vrai, répliqua-t-elle, la voix basse. Ça ne change pas ce que tu m'as fait vivre. Alors laisse-moi changer la suite. Pas les mots, les actes. Il appela un spécialiste pour ses cauchemars, avec son accord. Les séances commencèrent dans le salon de la verrière, baignées d'une lumière douce. Le thérapeute parlait de mémoires qui se protègent, d'images qui reviennent quand on les apprivoise, pas quand on les force. Ethan assistait parfois au début, puis sortait pour la laisser respirer. Il attendait dans le couloir, poings serrés, quand il l'entendait sangloter. Il n'entra jamais sans y être invité. Camille observait l'inflexion d'Ethan, l'étrange clarté de ses gestes. Elle comprit que le terrain lui échappait. Alors elle changea de stratégie, semer le doute. Faire croire que Clara menait une double vie. Elle glissa des rumeurs chez 2 domestiques, paya un concierge pour oublier des images de caméra, tenta même de joindre les hommes arrêtés la nuit du restaurant, histoire d'acheter leur silence. Mais cette fois, Ethan ne dormait plus debout. Son agent privé remontait chaque fil, chaque nom. Le filet se refermait. Le soir où elle décida de frapper en personne, il pleuvait. Camille attendit Clara près du portail secondaire, capuche relevée, souffle court. « Monte !» dit-elle en entr'ouvrant la portière. « On doit parler. »« Je n'ai rien à te dire, » répondit Clara en reculant. Un éclat métallique brilla. Pas une arme brandie. Non. Un geste de menace, assez net pour glacer. Tu crois gagner parce que tu as son regard. Tu ne sais pas ce que j'ai sacrifié pour lui. La voix d'Ethan coupa la nuit. Lâche ça, Camille. Il était venu sans bruit, alerté par un message de l'agent. Il s'avança, se plaça entre elles. Camille eut un rictus. Un pas de travers. Un mouvement sec. La pluie fit déraper la scène d'1 millimètre.
Juste assez pour que la poussée ne touche pas Clara. Ethan encaissa, perdit l'équilibre, heurta la pierre du perron. La douleur le plia en deux, des lumières jaillirent. Julien, 2 gardes immobilisèrent Camille, la grand-mère, la gouvernante, et le personnel de la maison accoururent. Camille se débattit. Puis, voyant Clara se jeter près d'Ethan, s'immobilisa d'un coup. Ce qu'elle lut dans les yeux de la jeune femme, la panique, la peur de le perdre, la fit blanchir. C'était fini. Ethan, 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 reste avec moi. Tu m'entends? Reste, s'il te plaît. Ses larmes coulaient sans contrôle, tombaient sur le visage d'Ethan. Il tenta un sourire, pâle. Ses paupières papillonnèrent. Dis-moi, quelque chose de vrai, souffla-t-il. Je t'en supplie. Ne ferme pas les yeux. Je t'aime. Ethan, tu m'entends? Je t'aime. Reste, s'il te plaît. Je te promets de ne plus te fuir, de ne plus te bouder. C'était la première fois qu'elle le disait, et ses mots le retinrent comme une encre. Les sirènes approchèrent déjà. Quand l'ambulance arriva, Clara dit « Je suis sa femme, laissez-moi aller avec lui ». Elle montait déjà dans l'ambulance, sans attendre. Camille, toujours maîtrisée par la sécurité, fut témoin de tout cet amour entre Ethan et Clara. La police la prit pour le poste. À l'hôpital, l'intervention fut rapide et maîtrisée. Rien de vital, mais assez pour imposer le repos. Quand il rouvrit les yeux, elle était là, les doigts noués aux siens. Un sourire de pur bonheur. « Répète », demanda-t-il faiblement. Un sourire d'enfant au coin des lèvres. « Quoi » fit-elle, rouge. « Ce que tu m'as dit. Tu sais très bien ce que j'ai dit. »« Oui, mais j'ai envie de l'entendre. Quand je n'ai plus mal. Je t'aime. » Ethan Valcourt. Il rit, grimace de douleur. « Encore. Tu es insupportable. Je sais. Je t'aime. Je t'aime aussi. Clara Valcourt. Tu m'as appris que la douceur, la patience et l'humilité ne sont pas une faiblesse, mais une force. Et cela m'a permis de t'aimer sans m'en rendre compte. Pardonne-moi, Clara, pour toute l'humiliation et tout ce que j'ai eu à ton égard. Mais je promets de t'aimer et de te protéger contre tous. » Émue par ces paroles, Clara mit la main sur ses lèvres et dit avec douceur « Tu as besoin de beaucoup de force. Alors, n'épuise pas le peu que tu as. » Quelques jours plus tard, Ethan sortit de l'hôpital pour suivre les soins à son domicile, et Clara était là pour le soutenir. En quelques semaines, il reprit rapidement la forme et sa sérénité. Le thérapeute vint le lendemain. Clara, plus calme, accepta qu'Ethan reste, en bout de canapé, pendant la séance. Les images revinrent par vagues. La chaleur des flammes, la porte qu'elle n'arrivait pas à ouvrir, la femme qui lui avait glissé un collier dans la paume, en chuchotant « Pour que tu te souviennes, quand tu seras prête », le petit garçon qu'elle avait traîné par la main, leur course dans la nuit. Elle trembla, chercha l'air. « Pourquoi ? Pourquoi cet enfant te ressemble tant ?» demanda-t-elle, en se tournant vers Ethan. Il s'approcha, les yeux humides. « Parce que c'était moi. » Clara. Il parla sans détour. L'incendie. L'enfance interrompue. La colère qui l'avait durci. La confusion du mariage arrangé. Sa faute. Ses humiliations. La jalousie. Puis, la découverte de la cicatrice. La certitude. « Tu m'as sauvé 2 fois, dit-il.
La première, de la mort. La seconde, de moi-même. Pardon pour tout le reste. Je n'ai pas d'excuses. Seulement la volonté de réparer, tant que tu me laisseras la moindre place. Clara pleurait en silence. Elle pensa à sa mère, au collier, à son père. Il y a autre chose que tu dois savoir, dit la grand-mère, en entrant doucement. Elle s'assit près d'eux, prit les mains de Clara. Ta mère a travaillé chez nous quand elle était très jeune. C'était une femme droite, fière. Elle m'a évité une chute, un hiver, et j'ai voulu l'aider. Plus tard, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant avec l'homme qui est devenu ton père. Ils t'ont adopté. Il t'a aimé à sa manière maladroite. Mais ta belle-mère l'a enfermé dans sa honte. Ta mère t'a protégé comme une louve. Le collier, c'est la mère d'Ethan qui te l'a donné la nuit de l'incendie. Ta mère l'a gardé pour te préserver, puis te l'a rendu quand elle a senti que tu pouvais porter ce souvenir. Clara ferma les yeux, la gorge serrée, la loyauté silencieuse de sa mère prenait tout son sens. Elle m'a aimé au-delà du sang, murmura-t-elle. Comme on aime vraiment, répondit la grand-mère. Du côté de son père, la sœur Sophie comprit que l'amour entre Ethan et Clara était indiscutable. Même si elle ne l'avoua pas, elle enviait Clara dans le fond du cœur. Elle voulait humilier Clara, mais c'est elle qui se retrouva humiliée. Avec une grossesse sans père, la découverte de ne pas être la vraie fille de Henri, le père de Clara. Mais pire encore, ce dernier, après avoir découvert ce secret, divorça de sa mère, les déshérita et les chassa de la maison. Isabelle, la mère de Sophie, ne put supporter cette humiliation. Les rires et les regards de la société. Ses amies d'autrefois, qui l'enviaient, étaient maintenant celles qui la regardaient de haut. Elle entra en dépression sévère et fut internée en psychiatrie, sans possibilité de sortir. Le père de Clara, lui, reconnut ses erreurs et chercha à rencontrer Ethan pour se faire pardonner auprès de sa fille. Camille fut poursuivie pour mise en danger, subornation de témoins et violence. Les hommes qu'elle avait engagés parlèrent. Les preuves s'empilèrent. Elle fut condamnée à 30 ans de prison ferme, avec une lourde amende et une interdiction d'approcher le couple. Le jour du jugement, elle croisa Clara dans le couloir, soutenue par 2 gendarmes. « Pourquoi ?» demanda simplement Clara. Camille baissa la tête. « Parce que je croyais que l'amour se mérite en cicatrice. J'avais tort. »« Alors guéris, loin de nous, » répondit Clara. « Et ne blesse plus personne. » Ethan accepta. Des séances de rééducation supplémentaires. Non par orgueil, mais par promesse. Marcher à ses côtés, pas devant. Les domestiques avaient changé de ton. La gouvernante, sèche autrefois, s'adoucit en voyant le couple rire dans la cuisine, en t-shirt, un dimanche matin, autour d'une omelette ratée. Ils sortirent enfin ensemble. Un gala, cette fois sans masque. Il l'invite à danser. Il n'y eut pas de défi, pas de phrase pour la provoquer. Seulement un pas, après l'autre, la main d'Ethan, dans le dos de Clara, et ce regard qui disait « Je te vois ». Elle leva les yeux, sourit. « Tu marches bien, monsieur Valcourt. Je marche mieux avec toi. » Le soir, sous la verrière, il posa l'écrin sur la table de coupe, où Clara commençait à reprendre ses créations. Ce n'est pas un empire,
c'est une promesse. Pas de perfection, de vérité. Alors, on signe où? Ici, dit-il, en embrassant sa paume. Quelques mois plus tard, l'atelier vibrait de machines et de rires. Clara, concentrée sur une robe ivoire, portait maintenant, autour du cou, le collier ancien, restauré. La grand-mère était devenue une habituée, reine bienveillante, perchée sur un tabouret. Julien passait parfois, déposait des dossiers et repartait avec des chutes de soie pour sa nièce. Ethan entra, un bouquet de pivoine à la main. « Tu as 1 minute pour un caprice ?»« Mauvais timing, monsieur, j'apprends, à une nouvelle main, à dompter la mousseline. »« Alors 2 minutes, c'est important. » Il posa la main sur son ventre. Elle retint son souffle, les yeux brillants. « Tu es sûr ?» Le test est très clair. Madame Valcourt. Elle rit, le prit dans ses bras. « On va l'aimer pour 2 enfances, dit-elle. La tienne, privée trop tôt, la mienne, sauvée par le hasard. »« Pas le hasard, répondit-il. Toi. » Ils marchèrent, le soir même, sous une pluie fine. Parapluie, mal ajusté. « Dis-moi, de ne pas rêver, trop grand, taquina-t-il. »« Rêve vrai, c'est assez grand, répondit-elle. Derrière eux, le manoir avait cessé d'être une forteresse. C'était une maison. Devant eux, la ville respirait. Eux aussi. Et ici se termine l'histoire de Ethan et Clara. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. L'histoire de Clara et d'Ethan touche à sa conclusion. Mais les émotions, elles, continuent de vibrer. Qu'avez-vous ressenti en suivant leur parcours? Le pardon, la guérison, la seconde chance. Et vous, si c'était vous, auriez-vous pardonné à Ethan? Auriez-vous cru en un amour né de la douleur, mais réparé par la tendresse? Dites-le nous, en commentaire. Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines histoires et partagez-la à quelqu'un qui croit encore en l'amour vrai. Merci pour votre soutien, vos messages, vos partages. C'est grâce à vous que chaque émotion trouve sa voie. À très bientôt pour une nouvelle histoire, encore plus intense, encore plus vraie. La fleur d'émotion, chaque histoire révèle nos cœurs,